Peux-tu envisager un univers où les premières cités ont vu le jour au sein d'immenses territoires stériles, défiant la nature, pour se transformer en centre névralgique de la civilisation? Uruk, qui se trouvait dans la vallée prospère, située entre les rivières Tigre et Euphrate, était exactement cet endroit. Pour saisir l'influence d'Uruk dans le cours de l'histoire humaine, il nous faut d'abord comprendre le contexte dans lequel tout a débuté, l'ancienne Mésopotamie. Comment les êtres humains ont-ils évolué de simples communautés rurales à la construction de mégacités telles qu'Uruk? Tout a débuté avec la révolution agricole. Il y a plus de 7000 ans, l'agriculture organisée a commencé à s'implanter dans des localités telles que Hassuna et Samara. Ils n'étaient plus exclusivement tributaires de la chasse ou de la cueillette. Ils avaient apprivoisé des végétaux et des animaux, ce qui leur offrait la possibilité de produire leur alimentation et d'en faire des réserves pour le futur. Dans ses premiers hameaux, l'agriculture a favorisé la sécurité alimentaire, ce qui a facilité l'expansion de la population. Cependant, c'est à Uruk que l'évolution de l'agriculture a atteint un degré jamais vu auparavant. La maîtrise de l'irrigation était cruciale. Les résidents d'Uruk ont réalisé des travaux de creusement de canaux et de gestion du cours des rivières afin d'assurer l'irrigation de leurs terres agricoles, y compris pendant les périodes de sécheresse. Cela a non seulement permis de nourrir une vaste population, mais aussi de générer des surplus agricoles qui ont servi au commerce et à l'échange. Cette expansion de l'agriculture a non seulement permis de nourrir une population plus nombreuse, mais aussi favorisé la spécialisation des tâches. Plus personne n'était contraint de travailler dans les champs. Certains avaient la possibilité de se tourner vers la poterie, la métallurgie ou encore la construction. De cette manière, les villages ont commencé à se complexifier, donnant lieu à la première cité du monde. Uruk. L'essor de l'agriculture à Uruk n'a pas simplement transformé les méthodes de culture, mais a également bouleversé l'organisation sociale et économique. Au fur et à mesure que les surplus alimentaires grandissaient, la capacité de la cité à nourrir une population en constante croissance s'est accrue, engendrant ainsi une société plus variée et stratifiée. T'es-tu déjà interrogé sur la manière dont une immense métropole peut s'épanouir au cœur d'un désert? La réponse est liée à la compétence des premiers résidents d'Uruk à gérer l'eau. Dans un contexte où les précipitations étaient peu fréquentes, savoir dominer la force des cours d'eau a été déterminant entre survivre et périr. Les ingénieurs d'Uruk ont élaboré un vaste réseau de canalisation qui acheminait l'eau des cours d'eau vers les terres cultivées. Ce n'était pas une tâche aisée. L'entretien constant des canaux était essentiel. La surveillance des voies navigables était nécessaire et les habitants devaient collaborer pour garantir que tous reçoivent leur portion. Cependant, le résultat était extraordinaire. C'est grâce à l'irrigation que Uruk a réussi à convertir les terres arides en terres fertiles, aptes à fournir assez de nourriture pour des milliers d'individus. Non seulement l'irrigation a favorisé la prospérité à Uruk, mais elle a aussi stimulé le commerce. Avec l'accroissement des surplus de récolte, la ville a entamé des échanges commerciaux avec d'autres zones, troquant des céréales contre divers matériaux tels que les métaux, le bois et d'autres ressources indisponibles localement. Uruk s'est imposé comme un pôle économique crucial, ce qui a ensuite attiré un nombre croissant d'habitants et engendré une augmentation de la richesse. Ce contrôle de l'eau a aussi permis à Uruk d'exercer son influence au-delà de ses limites géographiques directes. La ville avait la capacité de sustenter une population bien plus nombreuse que n'importe quelle autre zone environnante, ce qui lui conférait un statut d'importance économique et politique. En définitive, c'est la maîtrise de l'eau qui a permis à Uruk de s'imposer comme la première grande cité du monde.
Uruk n'était pas qu'une cité, c'était la cité par excellence. Aux alentours de 3300 AVJC, Uruk s'est développé pour se transformer en la plus vaste cité du monde, accueillant une population que certains évaluent à plus de 50 000 individus. Pour donner une idée, c'est plus de 2 fois la taille de toutes les autres villes de son époque. Uruk ne se distinguait pas uniquement par ses dimensions, mais également par sa structure organisationnelle. Les temples remarquables, dédiés à des divinités telles qu'Inanna, se situaient au cœur de la ville. Ces édifices ne servaient pas uniquement de lieux de culte, mais agissaient aussi comme des pôles d'administration et d'économie. Ces temples constituaient le centre névralgique de la cité, où étaient prises des résolutions majeures relatives à l'approvisionnement en nourriture, à la gestion des ressources et aux transactions commerciales. L'influence d'Uruk se renforçait à mesure de sa croissance. La cité a mis en place des réseaux de commerce qui touchaient jusqu'à l'Anatolie, la vallée de l'Indus et même l'Égypte. Toutefois, ce qui a véritablement impressionné, c'est la complexité de sa structure citadine. Uruk était segmenté en quartiers spécialisés, comprenant des espaces dédiés à l'artisanat, au commerce, à l'administration et, naturellement, aux édifices cérémoniels. Uruk n'a pas seulement été pionnière en tant que première cité, mais aussi en démontrant comment une société urbaine peut se structurer de manière complexe, avec des hiérarchies sociales clairement établies, une gouvernance centralisée et une économie vigoureuse. C'était le modèle que beaucoup de civilisations futures suivraient, allant de la Grèce antique à Rome et même plus loin. Des temples gigantesques se dressaient au centre d'Uruk, des édifices qui témoignaient non seulement de la piété religieuse, mais qui illustraient aussi la force et l'ordre social de la cité. Les temples ne servaient pas seulement de centre religieux, ils constituaient le pivot autour duquel s'organisait toute l'existence d'Uruk. Ces édifices, consacrés à des dieux tels qu'Inanna, avaient une importance cruciale, tant sur le plan économique que politique. Les édifices cérémoniels constituaient les structures les plus majestueuses d'Uruk, témoignant de l'incroyable opulence et du savoir-faire technique de la civilisation. À l'intérieur, d'énormes ressources étaient sous le contrôle des prêtres. Ils ne se cantonnaient pas aux tâches religieuses. Ils contrôlaient aussi la répartition des surplus agricoles, structuraient le travail agricole et administraient le commerce. Les temples jouaient en fait le rôle de premiers centres administratifs de l'histoire, combinant les fonctions de sanctuaire, d'entrepôt et d'administration gouvernementale. L'autorité des prêtres ne découlait pas uniquement de leur lien avec le sacré, mais également de leur maîtrise des ressources et de l'information. Ils étaient chargés de prendre des décisions cruciales concernant l'attribution des terres, la collecte des taxes et la gestion des relations commerciales. Au fur et à mesure que les temples s'agrandissaient en dimension et en importance, le pouvoir des prêtres se renforçait et ils finirent par constituer la classe dirigeante de la cité d'Uruk. En plus de leur rôle administratif, les temples constituaient aussi le centre culturel de la cité. Dans ces endroits, les rituels et festivals organisés rassemblaient l'ensemble de la communauté, consolidant ainsi l'unité sociale et le sentiment d'identité commune à Uruk. Durant ces occasions, les résidents présentaient des hommages divins en fournissant de la nourriture, des possessions et des animaux pour exprimer leur reconnaissance envers les faveurs de la nature. Les temples n'étaient pas uniquement le reflet de la piété religieuse, mais également des lieux dédiés à l'expression artistique, ornés de décorations raffinées, de sculptures et de fresques qui célébraient aussi bien les divinités que les prêtres en charge. En somme, les temples cérémoniels d'Uruk représentaient davantage que de simples constructions matérielles. Ils constituaient le noyau de l'existence citadine, illustrant la force qui émergeait quand la religion, l'économie et la politique se mêlaient d'une façon inséparable.
Ces édifices imposants ne se contentaient pas d'ombrager l'horizon, ils influençaient également la vie de l'ensemble des résidents de la ville. Dans un univers où la complexité économique et sociale grandissait de jour en jour, Uruk se trouvait confronté à un nouvel enjeu, la nécessité d'enregistrer et de gérer l'information de manière efficiente. Dans un tissu aussi complexe que celui tissé par le commerce, l'agriculture et les activités religieuses, les moyens de communication traditionnels se sont avérés inadaptés. C'est donc ainsi que l'un des développements les plus révolutionnaires de l'histoire a vu le jour, l'écriture. Le proto-cunéiforme, considéré comme le premier système d'écriture de l'histoire humaine, a vu le jour à Uruk aux alentours de 3209 J.C. en réaction à l'accroissement des besoins bureaucratiques. Cette forme précoce d'écriture était simple en son apparence, constituée de pictogrammes illustrant des objets ou des idées. Toutefois, son impact a été considérable. Cela a permis aux responsables des temples et aux dirigeants de maintenir un suivi minutieux des transactions commerciales, des redevances et de la production agricole, une tâche qui jusque-là ne pouvait être réalisée que par le biais de la mémoire et de comptes rendus oraux. Les textes proto-cunéiformes initiaux étaient gravés sur des tablettes d'argile, grâce à un instrument qui produisait des impressions de forme triangulaire. Ces tablettes ont joué un rôle crucial dans l'enregistrement des produits entreposés dans les temples, allant des grains au bétail, tout comme pour la consignation de contrats commerciaux et d'échanges entre cités. L'écriture n'était pas seulement un moyen de gérer efficacement les ressources, mais également un instrument d'administration de la justice, permettant l'inscription permanente des lois et des contrats. Au fil du temps, le proto-cunéiforme se transformerait en une version plus sophistiquée de l'écriture cunéiforme, qui régnerait sur la Mésopotamie pendant des milliers d'années. Ce dispositif a non seulement transformé l'administration d'Uruk, mais a aussi établi les fondements du progrès de la littérature et de la communication écrite en général. L'écriture a permis à Uruk de s'organiser plus efficacement, contribuant ainsi à sa consolidation en tant que centre urbain le plus sophistiqué de son temps. L'émergence de l'écriture a signalé le commencement d'une nouvelle période pour l'humanité, une période où les pensées, les savoirs et les résolutions pouvaient être véhiculés avec exactitude à travers le temps et l'espace. Cette progression a été essentielle pour l'évolution de la civilisation à Uruk et, par extension, pour toutes les grandes civilisations qui ont suivi. Uruk ne se distinguait pas uniquement par sa prospérité agricole. Sa capacité à tisser des liens avec le monde entier par le biais du commerce était au centre de son succès. La ville, grâce à sa position avantageuse située dans les riches et plaines entre les rivières Tigre et Euphrate, a pu développer des voies commerciales qui dépassaient largement ses limites territoriales. Ces voies de communication établissaient un lien non seulement entre Uruk et d'autres cités mésopotamiennes, mais aussi avec des contrées aussi éloignées que l'Anatolie, la vallée de l'Indus et l'Égypte. Le commerce ne se résumait pas simplement à fournir des ressources précieuses telles que les métaux, les gemmes et le bois, qui faisaient défaut dans la région. Il favorisait aussi la circulation d'idées, de technologies et de culture. Par le biais du commerce, Uruk faisait sortir ses produits agricoles, céramiques et textiles, tout en important des ressources essentielles à son développement et à sa croissance. Grâce à ce réseau commercial, Uruk s'est métamorphosé en un authentique pôle d'échanges mondiaux, renforçant ainsi sa place parmi les cités les plus puissantes de son époque. Les rivières et les canaux tenaient une place essentielle dans le commerce d'Uruk. Des navires chargés de marchandises faisaient la traversée de l'Euphrate et du Tigre, établissant des liens entre la cité et diverses autres civilisations. Uruk ne se contentait pas d'accumuler de la richesse à travers ses transactions, mais gagnait également en prestige,
s'établissant comme une puissance économique dans l'Antiquité. Non seulement le commerce soutenait l'économie d'Uruk, mais il favorisait aussi les échanges culturels. Grâce à son réseau commercial, la ville assimilait les influences extérieures tout en diffusant sa culture, sa technologie et sa religion. Uruk n'échangeait pas uniquement des marchandises. Elle échangeait également des idées, ce qui lui conférait une véritable influence culturelle dans l'Antiquité du Proche-Orient. Alors qu'Uruk se développait et gagnait en complexité, sa structure sociale subissait aussi des transformations. Au cours des premières étapes de l'histoire de la vie était plutôt équilibrée, avec une majorité des citadins œuvrant dans l'agriculture ou l'artisanat. Cependant, à l'aube de la prospérité urbaine, des distinctions nettes se sont dessinées entre les différentes classes sociales, engendrant une société stratifiée où les élites ont accru leur emprise. Les prêtres, qui contrôlaient les temples et par extension l'économie et l'administration de la cité, occupaient le sommet de cette pyramide sociale. Les prêtres ne jouaient pas uniquement le rôle d'intermédiaire entre les divinités et les humains, ils administraient aussi les ressources de la cité, distribuaient de la nourriture et supervisaient les activités commerciales. Auprès d'eux apparurent les dirigeants, des responsables qui alliaient des rôles politiques et religieux et qui avaient pour mission de prendre des décisions cruciales pour le bien-être de la cité. Les artisans et les commerçants, dont l'expertise spécialisée était essentielle à la prospérité d'Uruk, se trouvaient sous ces élites. Ces personnes résidaient dans des zones particulières de la ville, dédiées à l'élaboration de produits tels que la poterie, les textiles et les instruments. Bien qu'ils soient d'une grande importance, leur statut n'était pas comparable à celui des prêtres et des dirigeants. Pourtant, leur labeur était essentiel pour l'économie de la cité. Finalement, les agriculteurs et les ouvriers manuels se trouvaient à la fondation de la structure sociale. Malgré leur statut de composante majeure de la population, ils avaient un accès limité au pouvoir et à la prospérité. Toutefois, leur travail était crucial pour le soutien de la ville. C'est grâce à leur labeur dans les champs et leur apport à la surplus agricole qu'ils assuraient le bon fonctionnement d'Uruk. Au fil du temps, cette structure sociale s'est renforcée, engendrant une société de plus en plus hiérarchisée. Tandis que les classes ouvrières devenaient de plus en plus tributaires des temples et des responsables urbains, les élites continuaient d'accumuler un pouvoir et une richesse toujours croissants. Ce classement hiérarchique ne se contentait pas d'organiser la vie à Uruk, il établissait aussi les fondations des civilisations à venir, qui adopteraient des structures semblables. Uruk n'était pas uniquement un centre de commerce et de culte, mais également une cité où la production à grande échelle a atteint des niveaux sans précédent. À une période où la majorité des communautés reposaient encore sur la fabrication artisanale à petite échelle, Uruk a franchi le pas vers une économie de production à grande échelle, une idée avant-gardiste pour son époque. Les céramiques, les textiles et les instruments n'étaient pas destinés uniquement à un usage local. Ils étaient fabriqués en masse pour alimenter des marchés éloignés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Mésopotamie. Un des exemples les plus symboliques de cette production à grande échelle est le bol à bord biseauté, un simple contenant en argile produit massivement grâce à l'utilisation de moules. Ces contenants étaient si répandus qu'ils faisaient presque partie intégrante du quotidien des résidents d'Uruk, des ouvriers aux ecclésiastiques. La vaste production de la ville a permis de préserver une économie performante et opérationnelle, avec des produits indispensables, accessibles à toutes les couches de la société. Les temples, non seulement en tant que centre d'administration et de religion, ont aussi joué un rôle prépondérant dans l'organisation de cette économie industrielle. Depuis ces lieux sacrés, la gestion de la production de biens et le contrôle de la distribution des ressources étaient assurés. Les artisans ne travaillaient pas de manière autonome.
un grand nombre d'entre eux œuvraient directement pour les temples, produisant des articles qui étaient par la suite troqués ou distribués au sein de la communauté. Cette aptitude à produire en grande quantité a aussi stimulé le commerce sur de longues distances. Les articles d'Uruk, notamment les céramiques, ont été découverts dans des régions aussi distantes que l'Anatolie et la côte du golfe Persique, illustrant ainsi l'étendue du système commercial mis en place par la ville. La prospérité économique d'Uruk n'était pas uniquement liée à l'agriculture, mais également à sa compétence en matière de production, de transport et de commerce de marchandises en grand volume. La production à grande échelle à Uruk a non seulement signalé un progrès économique, mais aussi une transformation de la structure du travail. Avec l'accroissement de la demande de produits, le besoin d'une force de travail plus qualifiée se faisait également sentir. Cela a abouti à la mise en place de quartiers entiers consacrés à la fabrication de céramiques, textiles et autres produits. Par conséquent, Uruk a été à la fois précurseur en matière de production à grande échelle et dans l'établissement d'une économie locale variée qui favorisait son développement rapide et son extension. En dépit des réussites d'Uruk, son triomphe n'aurait pas été réalisable sans l'apport crucial d'une importante force de travail, comprenant en grande part des ouvriers qui étaient totalement tributaires des temples et, dans certaines situations, d'esclaves. Les ouvriers constituaient le pilier de la ville, allant des agriculteurs œuvrant dans les champs arrosés jusqu'aux artisans fabriquant des produits dans leurs ateliers. Sans leur présence, l'appareil économique d'Uruk n'aurait tout simplement pas pu fonctionner. Une grande partie de cette main-d'œuvre était sous le contrôle des temples. Dans la ville d'Uruk, un grand nombre de travailleurs n'étaient pas des personnes libres au sens contemporain du terme. En contrepartie de leur labeur, ils recevaient des rations alimentaires et d'autres produits essentiels. Ce régime de distribution de rations était indispensable pour assurer l'équilibre social et permettre la survie des travailleurs, tout en les reliant à la hiérarchie centralisée du pouvoir, créant une dépendance vis-à-vis des leaders religieux et économiques. Il y avait également des esclaves parmi les ouvriers. Même si l'esclavage à Uruk n'était pas aussi structuré que dans les sociétés plus tardives, il servait de moyen de contrôle social et économique. Les esclaves pouvaient être des captifs de guerre ou des individus endettés ayant perdu leur liberté. Ils ont joué un rôle crucial dans les plus grands projets de construction urbaine, tels que les temples et les systèmes d'irrigation. Toutefois, les données historiques concernant l'esclavage à Uruk sont incomplètes, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur l'existence de ces personnes et leur place dans la société. Outre les tâches effectuées dans les champs et les ateliers, l'entretien du vaste système de canaux exigeait une collaboration continue. Il était nécessaire de procéder à la nettoyage et à la réparation des canaux chaque année afin de garantir le transport de l'eau vers les champs. Sous la supervision des temples, ce projet engageait une large portion de la population, allant des agriculteurs aux artisans, et était essentiel pour la pérennité de la ville. Au bout du compte, la réussite d'Uruk en tant que cité-État sophistiquée n'aurait pas été réalisable sans les efforts de milliers d'individus qui, bien qu'ils soient absents de nombreux documents historiques, ont eu un rôle essentiel dans l'établissement et la pérennisation de sa puissance. L'histoire d'Uruk, à l'instar de beaucoup de civilisations antiques, est également celle des individus qui œuvraient dans l'arrière-plan pour appuyer la splendeur des grands édifices religieux et des larges systèmes commerciaux. Les édifices monumentaux d'Uruk ne représentaient pas uniquement des signes de puissance et de piété. Ils étaient aussi de réelles réalisations architecturales. Uruk, qui a commencé modestement, s'est transformé en une cité fascinante, grâce à ses remarquables constructions en argile qui dominent le paysage plat de la Mésopotamie. Ces édifices témoignaient non seulement de l'opulence de la cité, mais également
de sa compétence en matière d'organisation et de technologie. Initialement, les édifices étaient humbles, érigés avec des blocs de terre séchés au soleil, une méthode rudimentaire mais fonctionnelle dans le contexte chaud et aride de la région. Au fil du temps, ces techniques ont connu une évolution. La construction de temples et d'autres édifices majeurs a débuté avec l'utilisation de briques cuites, ce qui renforçait leur solidité et rendait possible l'érection de structures plus élevées et sophistiquées. Ces temples étaient ornés de mosaïques colorées sur leurs murs, apportant une touche visuelle impressionnante qui reflétait la puissance divine et l'importance des prêtres à leur service. L'une des plus importantes réalisations architecturales d'Uruk réside dans l'édification de ziggourats, ces temples pyramidaux à étages qui dominaient la cité. Ces édifices ne se contentaient pas d'être visuellement frappants, ils constituaient aussi le cœur symbolique de la vie en ville. Les prêtres, depuis leurs plateformes élevées, menaient des rites religieux qui établissaient un lien entre les habitants d'Uruk et leur divinité. Le ziggoura, consacré à Anu, le dieu du ciel, représentait l'une des édifications les plus majestueuses, illustrant la puissance et la piété des dirigeants envers les divinités. Au-delà des temples, Uruk a aussi mis en place une organisation urbaine comprenant de larges avenues et des espaces où se déroulaient les activités commerciales et sociales de la cité. À la différence d'autres cités antiques, Uruk ne se présentait pas comme un désordre de bâtiments et d'ateliers entassés les uns sur les autres. L'organisation démontrait un degré élevé de planification et de création, avec des secteurs réservés à diverses professions et une distinction précise entre les espaces sacrés et les espaces d'habitation. L'édification monumentale d'Uruk ne témoignait pas uniquement de l'autorité de ses dirigeants et de ses divinités, mais également de l'habileté de ses habitants à s'unir pour réaliser des projets d'une ampleur inédite. Ces édifices, remarquables, ont non seulement fasciné leurs contemporains, mais ont aussi laissé une empreinte pérenne dans l'architecture et l'urbanisme des civilisations à venir. À Uruk, la religion ne se contentait pas d'être un aspect de l'existence, elle en constituait le socle même. Les citoyens d'Uruk étaient convaincus que tout ce qui les entourait, des crues des rivières à la prospérité de leurs moissons, était sous la houlette des divinités. Bien que ces divinités soient invisibles, leur présence était constante et leur force se faisait sentir dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Inanna, la déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, était au cœur même du culte d'Uruk. En tant que divinité majeure de la cité, son sanctuaire, nommé Eanna, représentait le noyau spirituel d'Uruk. Les prêtres d'Inanna ne se contentaient pas de diriger les rites religieux, ils avaient aussi la responsabilité de gérer une part substantielle de l'économie urbaine, illustrant ainsi le lien indissoluble entre religion et administration dans la cité d'Uruk. Les rituels religieux constituaient un élément essentiel de la vie de tous les jours. Les résidents d'Uruk faisaient des offrandes de nourriture, d'animaux et divers autres biens aux divinités pour solliciter leur protection et assurer leur prospérité. Au cours des cérémonies d'importance, les prêtres procédaient à des offrandes au nom de la collectivité, veillant ainsi à contenter les dieux et garantir que la ville demeure comblée de prospérité. Outre les offrandes, les cérémonies comprenaient aussi des défilés et des fêtes qui réunissaient l'ensemble de la communauté dans les édifices sacrés. Les mythes avaient aussi une place prépondérante dans la vie religieuse d'Uruk. Ces récits, perpétués de génération en génération, dévoilaient la genèse des dieux, de l'univers et de l'homme. L'un des mythes d'Uruk les plus significatifs concernait le lien entre Inanna et Dumuzi, son mari, qui symbolisait le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, répliquant le cycle annuel des saisons et des moissons.
En somme, le système de croyance d'Uruk ne liait pas uniquement ses citoyens aux divinités, il offrait aussi un socle pour l'ordre social et politique. La religion ne se limitait pas à être une question de croyance. Elle constituait un cadre qui garantissait l'unité de la ville, sa stabilité et sa prospérité. En vénérant leur dieu, les citoyens d'Uruk garantissaient que leur cité demeurait un centre d'influence dans l'Antiquité. Au fur et à mesure qu'Uruk se renforçait en tant que première grande cité mondiale, un nouveau personnage voyait le jour au sein du contexte religieux et social. Le roi prêtre. Cette figure, associant pouvoir politique et religieux, était le dirigeant suprême de la cité, responsable non seulement d'établir la connexion entre les divinités et l'humanité, mais également de piloter les affaires matérielles de la collectivité. Comment cette image de dirigeant a-t-elle émergé dans une société où les temples constituaient déjà le noyau du pouvoir? Au début du développement d'Uruk, le pouvoir était détenu par les prêtres qui avaient la main mise sur les temples. Toutefois, avec l'expansion de la ville et son accroissement de complexité, la nécessité d'une direction centralisée devenait de plus en plus manifeste. Le roi prêtre s'est imposé comme un personnage dirigeant non seulement les rituels religieux, mais aussi prenant des décisions cruciales concernant la répartition des ressources, l'édification d'infrastructures et les rapports avec d'autres cités-États. Ce dirigeant était perçu comme l'intermédiaire des dieux sur terre, et sa légitimité dépendait fortement de sa capacité à préserver la faveur divine. Dans les œuvres artistiques de cette période, on dépeignait souvent le roi prêtre participatif dans des scènes d'adoration, rendant hommage aux divinités ou conduisant des cérémonies majeures. Toutefois, ces fonctions n'étaient pas uniquement confinées au domaine spirituel. Le roi prêtre occupait aussi la fonction de commandant militaire, responsable de la protection d'Uruk face à ses adversaires et de l'élargissement de son pouvoir par le biais des conquêtes. L'autorité du roi prêtre était représentée par les imposants temples et ziggourats érigés sous sa supervision. Ces édifices majestueux n'évoquaient pas uniquement la grandeur divine. Ils témoignaient aussi de l'autorité et du pouvoir du souverain. Sous son leadership, Uruk a non seulement connu une prospérité économique, mais a aussi renforcé sa position en tant que force militaire et culturelle en Mésopotamie. Le modèle du roi prêtre à Uruk a été innovant sur de nombreux aspects. Il a été l'avant-garde des monarques divins qui régneraient sur les civilisations futures, des pharaons d'Égypte aux empereurs romains. Son aptitude à combiner le pouvoir terrestre au céleste a été essentielle pour préserver la cohésion sociale dans une métropole aussi grande et variée qu'Uruk. Uruk ne se limitait pas à superviser la structure sociale et religieuse. Elle était aussi à l'avant-garde des progrès technologiques qui changeraient la façon dont les êtres humains interagissaient avec leur milieu. L'apparition de nouveaux outils et armes en bronze, un mélange de cuivre et d'étain, a constitué une étape majeure dans l'histoire humaine, avec Uruk comme épicentre de cette révolution technologique. Avant l'ère du bronze, les instruments et les armes étaient essentiellement en pierre, restreignant ainsi leur longévité et leur performance. Toutefois, suite à l'évolution de la métallurgie, les artisans d'Uruk ont commencé à produire des instruments plus durables et multifonctionnels. Le bronze n'était pas uniquement plus robuste que la pierre, il était également plus ductile, ce qui favorisait la réalisation d'une plus vaste gamme d'objets, allant des haches et couteaux aux épées et charrues. Ces outils récents ont révolutionné l'agriculture, simplifiant les tâches agricoles et boostant la productivité. Les charrues en bronze, supérieures à celles en bois, ont facilité le labourage plus rapide et plus profond du sol par les agriculteurs, conduisant ainsi à des moissons plus riches. Cette percée technologique dans le domaine de l'agriculture
a été essentiel pour la croissance démographique d'Uruk, qui nécessitait une production alimentaire stable pour maintenir sa population en hausse. Cependant, le bronze n'a pas uniquement été employé pour des objectifs pacifiques. L'avènement de la production d'armes en bronze a inauguré une nouvelle époque dans les affrontements militaires. Les forces d'Uruk, armées de lances et d'épées en bronze, avaient un net avantage face à leurs adversaires qui se servaient encore d'outils en pierre ou en bois. Grâce à cette prépondérance militaire, Uruk a pu protéger ses intérêts commerciaux et élargir son rayonnement dans toute la région mésopotamienne. L'usage du bronze ne se restreignait pas uniquement à la fabrication d'instruments et d'armes. Elle servait aussi à la création d'ornements et d'objets rituels, prisés pour leur esthétisme autant que pour leur signification religieuse. À Uruk, les artisans étaient renommés pour leur maîtrise du travail du métal, créant des bijoux et des figurines qui témoignaient de l'excellence artistique de la cité. Par conséquent, la transition vers l'âge du bronze à Uruk n'a pas été uniquement une progression technologique, mais a aussi stimulé une transformation sociale, économique et militaire de la cité. Uruk, une nouvelle fois, se tenait à la pointe du développement humain, traçant le chemin vers une ère inédite de progrès et de domination. Comme tous les grands empires, Uruk a également rencontré sa fin. Aux alentours de 3200 AVJC, la cité a commencé à rencontrer une succession de problèmes qui conduiraient à sa décadence progressive. Même si Uruk conserverait une place importante dans l'histoire de la Mésopotamie, elle ne retrouverait jamais sa splendeur d'antan. Qu'est-ce qui a provoqué la dégringolade de cette vaste cité qui était jadis le cœur de la civilisation humaine? L'une des hypothèses largement reconnues est que les modifications climatiques ont eu une importance primordiale dans la chute d'Uruk. Aux alentours de 3000 AVJC, la Mésopotamie a traversé une phase de longues sécheresses qui ont eu un impact sévère sur les pratiques agricoles. La ville n'a pas été en mesure de fournir la production alimentaire requise pour alimenter ses habitants sans une fourniture d'eau appropriée pour les cultures. Cette crise agricole a perturbé l'économie et engendré des famines, ce qui, de facto, réduit le contrôle exercé par les élites sur la société. Une autre hypothèse avance que l'érosion des ressources naturelles a aussi joué un rôle dans le déclin d'Uruk. Avec l'expansion de la ville, le besoin en bois, en métaux et autres matériaux croissait et les stocks locaux commençaient à se tarir. Cela a contraint Uruk à s'appuyer davantage sur les voies commerciales, qui, à leur égard, étaient exposées aux troubles et aux variations politiques. Quand ces voies de communication furent coupées, Uruk ne put plus accéder aux ressources indispensables pour maintenir son économie et sa structure. En outre, l'accroissement de la complexité de la société citadine a sans doute contribué à son déclin. Au fur et à mesure de la croissance d'Uruk, les tensions internes se renforçaient aussi. L'élargissement du fossé entre les classes dirigeantes et les travailleurs pourrait engendrer une instabilité sociale. Les soulèvements et les troubles internes, associés à des contraintes extérieures, ont porté atteinte au système politique et économique urbain. Pour finir, quelques archéologues avancent que la chute d'Uruk était associée à la compétition de cités-États naissantes. Pendant qu'Uruk tentait de conserver sa position dominante, d'autres cités mésopotamiennes ont commencé à accroître leur pouvoir et leur influence, remettant en question sa suprématie. Cette compétition a décentralisé l'autorité qu'Uruk détenait auparavant, ce qui a joué un rôle dans sa désintégration. Même si Uruk n'a jamais totalement disparu, la fin de sa période de prospérité a représenté une étape cruciale dans l'histoire mésopotamienne. La cité qui avait été à l'avant-garde de la civilisation citadine, de l'écriture et de l'organisation sociale a laissé place à une ère inédite de cités-États, chacune en quête de domination régionale. Bien que cette ville soit en déclin,
Son héritage continue de subsister jusqu'à nos jours. La cité incarnait l'exemplarité de ce qu'est une civilisation évoluée. De sa structure sociale à ses avancées technologiques, en incluant l'apparition de l'écriture, Uruk a établi les fondements sur lesquels se développeraient les civilisations futures, pas seulement en Mésopotamie, mais également à l'échelle mondiale. Uruk a laissé une empreinte durable en établissant l'idée de la ville comme épicentre du pouvoir politique, économique et religieux. De nombreuses cités-États qui ont vu le jour après Uruk, telles que Nippur et Babylone, ont copié son agencement urbain, plaçant des temples imposants au cœur de la vie civique. Les premières expérimentations urbanistiques d'Uruk ont largement influencé la conception et l'architecture des villes modernes. La création de l'écriture, sans doute la plus grande réalisation d'Uruk, a radicalement modifié la manière dont les êtres humains communiquent entre eux et interagissent avec leur milieu. L'écriture cunéiforme a non seulement facilité la gestion efficace d'une société complexe, mais elle a aussi servi de fondement à la littérature, à l'histoire et au droit. Les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens qui ont suivi ont embrassé et modifié l'écriture cunéiforme, perpétuant le savoir accumulé à travers les générations. Par ailleurs, Uruk a laissé un legs artistique et architectural qui a marqué l'impact sur les civilisations du Proche-Orient pendant des siècles. L'architecture caractéristique qui perdurerait jusqu'à l'époque perse a vu le jour grâce à la reproduction des techniques de construction en briques d'argile et des styles décoratifs employés dans les temples d'Uruk, qui ont été reproduits dans diverses villes de la région. Uruk a également joué un rôle essentiel dans l'établissement d'un système économique fondé sur le commerce à longue distance et la production en grande quantité. Les voies commerciales mises en place par la ville ont constitué les premiers liens tissant un réseau entre les civilisations de l'Antiquité. De plus, son modèle de production à grande échelle préfigurait les économies de marché que nous observerions à des périodes bien plus contemporaines.